Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre une proposition de résolution sur la simplification des normes. Alors ce texte présenté par le groupe centriste la semaine dernière a été adopté. Il vise à limiter, à simplifier les normes pour faciliter la vie des collectivités, en particulier en matière d'urbanisme et de construction. La résolution propose notamment de clarifier les relations entre les collectivités et certains de leurs interlocuteurs, comme les commissions de sécurité ou les agences régionales de santé. Elle veut aussi alléger les formalités pesant sur les actes et les documents d'urbanisme grâce à un formulaire de déclaration préalable pour certains types de travaux. Le gouvernement étudiera attentivement chacune de vos propositions, a d'ailleurs assuré le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Vallini. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre cette séance. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution tendant à limiter le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes réglementaires relatives à l'urbanisme et à la construction présentées en application de l'article 34.1 de la Constitution par M. Jean-Marie Bockel et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Marie Bockel, auteur de la proposition de résolution. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Voilà, les jours se suivent et se ressemblent, du moins en ce qui nous concerne, autour de cette problématique des normes. Nous avons en effet adopté hier une proposition de loi constitutionnelle qui devrait notablement contribuer, le jour où elle sera mise en œuvre, à corriger à la source la propension de notre culture politique et juridique à accumuler dans la loi et dans la réglementation des prescriptions redondantes, des exigences disproportionnées, des procédures inextricables. Chaque élu local ne cesse d'expérimenter tout au long de ses mandats à quel point ce phénomène entrave l'action au-delà de ce que requiert la sécurité des procédures et renchérit les coûts au-delà de ce que permet la contraction des ressources publiques, surtout en ces temps de rigueur, de réduction des dotations. Il fallait donc viser la source de l'inflation normative, qui est bien souvent législative, et c'est pourquoi nous avons souhaité inscrire dans la Constitution elle-même le principe de la compensation par l'État des charges supplémentaires créées par les normes nouvelles. Il n'y a pas de moyen plus efficace de créer le changement dans notre façon de légiférer et de réglementer et de se rapprocher de la réalité européenne qui nous entoure et qui finalement ne fonctionne pas si mal, bien au contraire. Mais nous avons souhaité, parallèlement à cette initiative constitutionnelle, faire progresser la sobriété normative en rappelant un principe simple. Pour une norme réglementaire créée, une norme supprimée ou allégée. C'est le premier objet de notre proposition de résolution. Des initiatives ont déjà été prises en ce sens, avec l'inscription de ce principe dans la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation. Cependant, le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification a indiqué lui-même, en réponse à une question orale, que ce texte n'était qu'un premier pas. Donner à l'objectif de simplification la priorité qu'il mérite suppose en effet une profonde évolution de la culture administrative. Une circulaire, si utile soit-elle, ne peut y suffire dans la durée. C'est la raison pour laquelle notre proposition de résolution suggère, dans sa première partie, de rehausser dans la hiérarchie des normes le principe selon lequel l'ajout d'une norme doit être compensé par la suppression ou l'allègement d'une autre dans le cas de la réglementation applicable aux collectivités territoriales. C'est une façon pragmatique de réguler les flux de normes nouvelles tout en s'attaquant par la bande au stock existant. Car le problème du stock est crucial. En effet, alors que les ressources des collectivités subissent de la part de l'État une pression massive, les coûts économiques, techniques et administratifs de l'empilement normatif existant sont devenus insupportables. C'est pourquoi nous devons engager une action systématique de réduction de ces stocks. Les élus locaux nous le demandent de manière insistante et réitérée, et ils ont raison. Mais par quoi commencer ? Notre délégation a posé la question aux élus en les interrogeant sur leurs priorités à l'occasion du Congrès des maires en 2014. Le niveau de participation à notre consultation, Rémy Pointreau le rappelait encore hier, a été significatif. Lors de sa fermeture en février 2015, près de 4200 réponses avaient été transmises à la délégation. Les résultats ont été
parlant. 64% presque des réponses ont mentionné l'urbanisme et le droit des sols comme secteurs prioritaires pour la simplification. C'est pourquoi notre délégation a voulu consacrer ses premiers travaux de simplification du stock de normes aux dispositions régissant l'urbanisme. Sous l'impulsion de Rémy Pointreau, notre premier vice-président délégué, nous nous sommes dans un premier temps intéressés à la réglementation. La deuxième partie de la proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui est l'aboutissement de cette démarche. Elle identifie plus d'une dizaine de pistes de simplification concrètes qui nous semblent à même de montrer que le processus de simplification s'enclenche, qu'il s'intensifie, que la demande exprimée par les élus locaux ne reste pas sans réponse, que le Sénat, totalement inscrit dans sa mission de représentant des collectivités territoriales, est à la manœuvre. Certaines de ces pistes sont connues de tous. Notre collègue Éric Doligé les a présentées dans son rapport de 2011, il le rappelait encore hier, sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. 5 ans après, elles sont toujours d'actualité. Certaines autres pistes ont fait l'objet de l'annonce de la part du gouvernement. Monsieur le ministre, les plus récentes remontent au 14 septembre dernier. Souhaitons, en ce qui les concerne, que le Sénat serve d'aiguillon pour que ces annonces se concrétisent pleinement et rapidement. Disant cela, je ne mets d'ailleurs pas en doute la détermination du gouvernement, que ce soit vous-même, que ce soit M. Mandon, avec qui nous avions parlé, de progresser sur ce sujet. Mais vous savez bien qu'entre le vouloir et y aller vraiment, il est bon que ce dialogue, ce rôle qui est le nôtre, fonctionne aussi pleinement. Et c'est aussi l'esprit un peu de cette résolution qui n'a naturellement aucune valeur contraignante, mais qui est un signal fort dans la mesure où, bien sûr, elle serait adoptée, ce que j'espère. Je distinguerai 4 catégories de propositions. Tout d'abord, 3 dispositions de la proposition de résolution appellent le gouvernement à clarifier, au moyen d'instruments de droit souples, des chartes ou des référentiels élaborés en concertation avec les élus locaux, un peu l'esprit dans lequel vous avez travaillé, vous le disiez hier, en écoutant des élus locaux, des DGS, etc. Donc, disais-je, clarifier les relations entre les collectivités et certains de leurs interlocuteurs, les commissions de sécurité, les officiers préventionnistes, les architectes des bâtiments de France, les agences régionales de santé. 4 dispositions de la proposition de résolution incitent le gouvernement à simplifier les règles de construction et de gestion des établissements recevant du public, sujet sensible, en portant à la connaissance des préfets et des élus locaux les dérogations aux règles d'accessibilité existantes dans une circulaire, en ajustant la périodicité de certains contrôles, à commencer par ceux relatifs aux installations électriques, en élargissant la possibilité d'installation de classes démontables dans les établissements scolaires faisant l'objet de travaux et en assouplissant les normes parasismiques dans les zones et pour les bâtiments présentant un très faible enjeu au regard du risque sismique. 4 autres dispositions de la proposition de résolution invitent le gouvernement à alléger les formalités pesant sur les actes et les documents d'urbanisme grâce à la simplification d'un formulaire de déclaration préalable, le CERFA 13404, pour certains types d'aménagements, de construction et de travaux, à l'établissement également de la liste précise des actes d'urbanisme de faible importance pouvant être exclus du contrôle de légalité, à la limitation à 1 mois de la majoration éventuelle des délais d'instruction de droit commun des déclarations préalables, des permis de construire et des permis d'aménager, et à la simplification des obligations réglementaires pesant sur les plans locaux d'urbanisme, en particulier les études exigées dans les zones humides. Qui n'a pas été confronté sur son territoire à des conflits, à des interrogations, des incertitudes sur ce sujet sensible? Je peux, comme beaucoup d'autres ici, en témoigner. Les 2 dernières dispositions de la proposition de résolution ont trait à des équipements et des aménagements posant des difficultés spécifiques dans nos territoires. Elles tentent d'une part à accompagner les communes dans la mise en conformité de leurs équipements d'assainissement collectif avec la réglementation européenne et d'autre part à permettre le regroupement des différents dossiers préalables à la création d'une zone d'aménagement concerté en un seul. Cet ensemble pourrait paraître un peu technique et passablement fragmentaire, mais tous ceux parmi vous et celles parmi vous là, qui êtes à un titre ou à un autre des élus locaux comprennent parfaitement de quoi je parle pour avoir été d'une manière ou d'une autre et à un moment ou à un autre sollicité sur ces questions. Donc au fond, c'est peut-être technique mais c'est concret et c'est basé sur un vécu et souvent sur un mal vécu de cette énumération. C'est la raison pour laquelle j'invite le Sénat à adopter la présente proposition de loi. Non pas j'invite, nous vous invitons, parce que ce travail, cette proposition est le fruit d'un travail collectif
cher Rémy Pointreau, je vous citais à plusieurs reprises évoquant le rôle du groupe de travail que vous animez au sein de la délégation et auquel je veux vraiment rendre hommage parce que c'est un travail de titan. Vous le faites dans un bon esprit avec Alain Lambert, qui a été longtemps sur nos bancs, y compris dans cette délégation au niveau du Conseil des normes qu'il préside aujourd'hui. Il faut savoir aussi, et on l'a vu hier, que nous travaillons également en bonne intelligence avec les différentes commissions permanentes. Nous ne voulons pas supplanter ni remettre en question, bien au contraire, leur rôle. Nous sommes dans la transversalité, et je pense particulièrement à la commission des lois, avec laquelle nous avons, sur ces questions qui relèvent de sa compétence, un très bon dialogue, mais également avec les autres commissions. On le verra d'ailleurs dans la suite de nos travaux de la délégation dès cette semaine. Donc, nous sommes, je dirais, nombreux au sein de la délégation et même au-delà, et certainement sur tous les bancs à souhaiter que cette proposition soit adoptée. Les élus locaux y verront un signe de l'attention que nous portons à leurs problèmes concrets. Le président Larcher, d'ailleurs, y est personnellement sensible et a également donné une forte impulsion à nos travaux. Notre délégation y verra également un encouragement à poursuivre sa tâche austère. Et le gouvernement y verra, j'en suis sûr, une incitation à mener à bonne fin les travaux qu'il a entrepris de son côté, car le gouvernement, quel qu'il soit et à toute époque, est aussi confronté à un certain nombre de freins et de pesanteurs. Et je pense qu'à travers cette résolution, nous aidons sa bonne volonté sincère d'avancer sur cette question qui nous tient très à cœur. Merci. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Bossinot. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous abordons aujourd'hui un sujet, cela a été dit, au sein de notre hémicycle et dans les réflexions des pouvoirs publics qui est récurrent. Ainsi, en 1991, le Conseil d'État faisait déjà part de ses inquiétudes concernant la complexité du droit, caractérisée par la prolifération désordonnée des textes, l'instabilité croissante des règles et la dégradation manifeste de la norme. En 2011, une mission d'information, cela a été dit, sur cette question a été conduite par le Sénat sous l'égide de la délégation aux collectivités territoriales et portée par notre collègue Éric Doligé. Ce rapport a abouti au dépôt d'une proposition de loi, toujours en cours de navette, et que l'examen de cette proposition de résolution remet d'une certaine façon au goût du jour. De fait, le sujet est important, en particulier pour les élus locaux. Aujourd'hui, ce sont plus de 400 000 normes qui sont applicables. Cette situation pose de vraies questions liées notamment à l'insécurité juridique pour les collectivités. Trop de normes tue l'idée même de la norme et rend impossible l'idée que la loi soit connue et intelligible par tous. C'est donc aussi un problème démocratique. Mais il faut aller plus loin et remettre en cause non seulement le volume, mais tout autant les modes d'élaboration de la norme et de la loi. Les efforts à produire en matière de démocratie sont immenses et qu'en ce domaine aussi, les collectivités, et notamment les communes, ont fait preuve d'un esprit d'initiative et d'innovation remarquable. À d'autres endroits, et notamment dans le cadre de l'élaboration de la loi, trop souvent, nous nous trouvons enfermés dans des débats d'experts. Or, de la vivacité de notre démocratie dépend aussi la qualité des normes et des lois. Pour autant, il faut être clair, cette volonté de diminuer les normes et donc les contraintes sur les collectivités ne doit pas conduire à réduire la qualité et la sécurité de l'offre auprès de nos concitoyens. Limiter les normes ne doit pas constituer non plus une forme de déréglementation des secteurs que sont l'urbanisme, le logement et l'environnement, dans lesquels les objectifs en matière d'accessibilité, de sécurité, de normes sanitaires et de protection de l'environnement seraient relégués comme des questions annexes ou trop complexes. Une telle posture est dangereuse. Par ailleurs, derrière le rejet des normes par les élus, se cachent pour beaucoup des difficultés plus réelles pour mettre en œuvre ces dernières, faute d'accompagnement technique par les administrations et de soutien financier par l'État. Nous regrettons d'ailleurs, en matière d'urbanisme, la quasi-suppression de l'assistance technique de l'État, la TESAT, tout comme la baisse des dotations qui obère les capacités d'intervention des collectivités et leurs moyens humains pour garantir le respect de ces normes. Gardons ce fait à l'esprit, l'édiction de règles
répond le plus souvent à un besoin essentiel de sécurité technique et juridique. Au-delà de ces considérations, l'utilité des normes, c'est aussi l'argument libéral qui est érigé. Ainsi, dans la discussion sur la proposition de loi de notre collègue Éric Doligé, rappelait l'essentiel. N'oublions pas que la compétitivité se mesure sur les marchés internationaux. Celui qui ne maîtrise pas ses charges et contraintes perd de la compétitivité. Chaque norme supérieure à celle de nos concurrents nous pénalise. » Fin de citation. Nous ne sommes donc pas seulement, et apparemment, dans une volonté de sécuriser les collectivités, mais bien aussi de libéraliser les secteurs économiques qui ne le seraient pas encore en abaissant les normes, qu'elles soient urbanistiques, environnementales, de sécurité ou encore sociales. Ce discours d'ultralibéralisme débridé conduit à des catastrophes humaines, sociales et environnementales, nous le savons. Les sénateurs et sénatrices du groupe CRC condamnent cette orientation politique du moins-disant. Nous pouvons, nous, avancer 2 propositions. Pour éviter l'écueil de lois utiles mais inapplicables, faute de moyens, ne faudrait-il pas prévoir de manière systématique un volet fixant les règles financières de leur mise en œuvre? Deuxièmement, ne pourrait-on pas encourager plus encore le dialogue avec les autorités devant délivrer des avis que sont notamment les architectes des Bâtiments de France ou les agences régionales de santé pour éviter un recours systématique à la justice administrative par ailleurs surchargée et qui allonge les délais? S'agissant des propositions formulées dans cette proposition de résolution, il faut bien reconnaître que nous ne les partageons pas, notamment sur le principe « pour une norme créée, une norme supprimée ». Nous considérons que cette affirmation est purement démagogique. Ce qui doit prévaloir pour définir le droit positif, c'est non sa masse globale, mais bien de savoir si ces normes sont justes et utiles. Toute idée mécanique est donc à bannir. Quant à savoir si un décret a plus de force qu'une circulaire, franchement, ce débat sur la hiérarchie des normes réglementaires est bien en deçà des enjeux que vous posez. Cette proposition de résolution semble être une curieuse collection de propositions issues de divers rapports et propositions de loi à portée et contenu extrêmement variables, allant de la santé à l'environnement, en passant par la réglementation de l'assainissement. La plupart de ces mesures relèvent d'ailleurs purement du pouvoir réglementaire ou même du bon sens, allant même jusqu'à évoquer la question de formulaires administratifs. La création de chartes nationales pour fixer le niveau d'exigence des commissions de sécurité ou sur le niveau d'exigence des architectes des Bâtiments de France relève là encore uniquement de bonnes pratiques. Le fil conducteur de ces propositions, c'est au fond l'idée que l'administration par nature serait arbitraire et même dangereuse, alors qu'elle protège aussi les administrés et notre environnement. D'autres préconisations nous semblent tout autant problématiques, notamment en matière d'urbanisme, avec cette volonté tenace de déréglementer le droit du sol. Il en est ainsi de la proposition qui souhaite voir établie une liste des actes d'urbanisme de faible importance pouvant être exclus du contrôle de légalité ou alors carrément de limiter la réglementation applicable aux plans locaux d'urbanisme. Pour ces raisons, nous ne voterons pas ce texte. Nous demandons pour notre part en priorité, et pour soulager les collectivités, et derrière les questions des normes, c'est cela d'ailleurs le vrai sujet, au gouvernement de cesser ces coupes budgétaires, de remettre les fonctionnaires dans les préfectures et les services déconcentrés pour que les collectivités puissent mener les politiques pour lesquelles elles ont été élues. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Joël Labbé. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le chantier de simplification est en cours depuis le mois de mars 2013, suite à l'annonce par le Président de la République de son choc de simplification. Je ne suis pas nécessairement convaincu par les thérapies de choc, de manière générale. Je préfère les évolutions aux révolutions. Les petits matins, et oui,
les petits matins au grand soir et les transitions concertées plutôt que les bouleversements soudains et imposés. Ça nous arrive peut-être avec l'âge. Heureusement, dans cette œuvre de simplification, il y a eu de la concertation et nous avons examiné dans cet hémicycle de nombreux textes de simplification ces 2 dernières années et la plupart d'entre eux ont fait l'objet d'une concertation préalable avec les acteurs économiques et industriels et cela est indispensable. C'est aujourd'hui le travail de notre délégation aux collectivités territoriales qui est en discussion. Il ne s'agit pas là d'un travail partisan et cela, par les temps qui courent, est particulièrement appréciable. En tant qu'ancien maire, je comprends très bien la détresse de certains élus locaux face aux réglementations extrêmement complexes, notamment en matière d'urbanisme. Cette résolution vient répondre en partie à cette détresse et je souscris à cet objectif. Toutefois, en tant qu'écologistes, nous resterons vigilants. Il ne faut pas confondre simplification et déréglementation. Certaines normes sont utiles. Si elles sont arrivées là, ce n'est pas non plus par hasard, parce qu'il y a eu des excès. Elles méritent parfois d'être assouplies, mais il ne faut pas que cela vienne écorner leur utilité. Il serait nécessaire de faire un premier bilan de l'activité du Conseil national d'évaluation des normes que nous avons réformé à l'initiative de notre Assemblée à travers une proposition de loi commune de 2 piliers de notre Assemblée, Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, dont je veux saluer ici le travail et la détermination dans un certain état d'esprit. La loi du 17 octobre 2013 a permis de consacrer, à l'initiative d'un amendement de notre ancienne collègue Hélène Lipietz, je l'ai croisée tout à l'heure dans les couloirs, je ne sais pas si elle est par là, mais je voudrais la saluer. Donc, la proposition du président de la République de voir pour chaque norme nouvelle applicable aux collectivités territoriales une norme devenue inutile ou obsolète abrogée. L'avis rendu par le Conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes. C'est donc aujourd'hui avec une certaine satisfaction que je peux oser soutenir ce texte qui a pour objectif de renforcer ce principe. Ce texte prend des précautions bienvenues lorsqu'il évoque dans son alinéa 6 que les normes nouvelles ne doivent entraîner une simplification ou une suppression uniquement dans le cas où ces normes constituent une contrainte ou une charge pour les collectivités. La proposition d'élaborer une charte nationale harmonisant les niveaux d'exigence des commissions de sécurité et des offices préventionnistes, les architectes des bâtiments de France, est selon nous, intéressante. Elle pourra permettre une application plus lisible des différentes normes sur l'ensemble du territoire national, et cela d'une façon objective et non plus subjective en fonction du regard du fonctionnaire ou du groupe qui y veille. Les écologistes seront vigilants si le gouvernement traduit effectivement notre résolution présente en actes réglementaires. Ainsi, concernant l'assainissement collectif, si je comprends parfaitement l'objectif poursuivi, je m'inquiète d'une application qui pourrait être laxiste de la délivrance de permis de construire sur la foi de simples délais déclaratifs de mise en conformité. Il va falloir être très ferme là-dessus. De la même manière, j'aimerais bien connaître votre définition des actes de faible importance qui seraient exclus du contrôle de la légalité en matière d'urbanisme. Aussi, ne faut-il pas renforcer les effectifs chargés du contrôle, puisqu'il semble que le contrôle effectif des actes soit insuffisant, plutôt que de sortir du cadre du contrôle un grand nombre d'actes administratifs, au risque qu'ils ne respectent pas la loi
et cela malgré leur toute relative moindre importance. Le respect de la loi ne peut pas être à géométrie variable, même si dans les faits, c'est malheureusement trop souvent le cas, et nous ne pouvons nous accommoder. Ces réserves posées, au regard de l'esprit de véritable simplification de ce texte, esprit attendu, au nom de mon groupe, je voterai favorablement cette proposition. Un complément, puisqu'il m'en reste 15 secondes, pour vous dire qu'un des futurs axes de travail pourrait être le droit à l'expérimentation encadrée. En termes d'urbanisme, j'ai eu l'occasion de visiter un endroit habité par l'ensemble des habitats alternatifs, que ce soit la yourte, la cabane, l'habitat en paille et terre, cela sans autorisation, mais par contre d'une façon extrêmement respectueuse de l'esprit de la COP21. Je réclame là-dessus, sur ce genre de choses, le droit à l'expérimentation, mais je pense, il sera nécessaire que l'on en parle. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Jacques Mézard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution vient au bon moment et, bien sûr, nous la voterons parce que, pour nous, elle va dans le bon sens. Nous sommes un pays qui a une administration particulièrement compétente et efficace. Tellement compétente et efficace que, d'ailleurs, si on pouvait l'exporter et y trouver des bénéfices au niveau de notre balance commerciale, ce serait parfait. Elle est tellement compétente, d'ailleurs, qu'elle a pris le pouvoir, très souvent, et que les plus hauts responsables de ce pays sont le plus souvent issus des grands corps de l'État. Cela étant dit, nous qui sommes pour la plupart d'entre nous des élus locaux, tant qu'on nous en laisse encore le droit, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons un avis assez pertinent à donner en matière d'urbanisme, en matière d'assainissement, parce que dans nos collectivités, nous savons ce que c'est. Demain, ce sera certainement différent. Et mes chers collègues, cette administration est tellement compétente qu'elle ne peut pas s'empêcher de travailler. Nous devrions nous en réjouir, et nous le faisons souvent, et dans des domaines qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et même si ça ne concerne que peu l'urbanisme et certains dossiers abordés par cette excellente résolution, je vous invite vivement à faire lecture de la circulaire du 22 décembre 2015, chef-d'œuvre de notre administration concernant l'application de la loi NOTRe. Vous y verrez d'ailleurs que pour une circulaire, moi, j'ai fait un peu de droit dans ma vie, à l'université, comme étudiant, comme enseignant, au barreau pendant quelques décennies, et je pensais que les circulaires n'avaient d'impact que sur les services de l'État. Mais à partir du moment où dans les circulaires nous continuons à ce que l'on nous explique quels sont les transferts de compétences ou les évolutions acceptables ou pas, il faut tous que vous lisiez cette excellente circulaire parce qu'elle prolonge dans le même esprit la loi NOTRe. Vous y verrez par exemple qu'en matière de liaison aérienne, eh bien, le département ne peut plus intervenir sauf s'il y a un caractère touristique indiscutablement prépondérant, et que la région peut organiser. C'est-à-dire qu'on vous dit ce que vous avez le droit de faire ou pas dans une circulaire. Et très clairement, on va essayer, par le contrôle de légalité, de l'imposer à nos collectivités. Si c'est ça l'évolution positive qui nous est annoncée par l'exécutif en matière de réglementation et de normes, Monsieur le Ministre, je considère qu'on peut faire beaucoup mieux. Et qu'en tout cas, ça fait encore un fossé entre les déclarations publiques
et l'action. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais faire totalement abstraction du document qu'on m'avait excellemment préparé pour vous dire la suite. Lorsque nous avons le tort, les uns et les autres, de confondre un peu trop le problème de la réglementation et le problème des normes, ce n'est pas tout à fait la même chose. De la réglementation, de la loi, il en faut. Mais comme nous le disons souvent, moins on a de textes, et c'est à un excellent juriste que je m'adresse, monsieur le ministre, moins on a de textes, plus on les applique. Et plus on en fabrique, moins on les applique, soit parce que même l'administration ne les connaît plus, soit parce que quand on vote des lois, on ne va pas regarder ce qui existait avant et nous vivons dans un système qui est devenu, malheureusement, un système d'insécurité juridique. Mais ce qui nous pose problème pour avancer dans ce pays, nous avons tous, dans nos collectivités, dans nos communes, dans nos intercommunalités, dans nos départements, dans nos régions, la volonté de développer les projets. Je crois que Monsieur le ministre, je ne doute pas d'ailleurs que vous pensiez la même chose. Ce qui rendrait service à cette nation, c'est qu'on prenne sur des exemples concrets, c'est-à-dire la construction d'un dossier de développement par des collectivités, tout le mécanisme indispensable administratif qui nous est imposé pour arriver au but, qui nous prend souvent des années, avec la multiplication de commissions. Nous voulons tous simplifier les choses. Vous avez fait des efforts, même si nous ne sommes pas d'accord sur les conclusions, sur la réforme territoriale. Vous avez dit il faut simplifier les choses. Simplifier les choses, ça serait déjà supprimer toute une série d'agences, de structures intermédiaires qui font perdre du temps, de l'argent et des commissions administratives dans les préfectures qui nous posent des problèmes insurmontables. Chaque année, comme président d'agglomération, on me demande le nom d'un élu pour aller siéger à la commission chauve-souris. Je rassure Monsieur l'abbé, je suis pour la protection des chauves-souris. Mais quand je vois que dans un département comme le mien, il y a une quarantaine d'élus et de fonctionnaires qui se réunissent sur le devenir et la protection des chauves-souris, je pense qu'un fonctionnaire suffirait. Bon, c'est un exemple caricatural, mais je crois que là-dessus, nous pouvons tous être d'accord. Donc, j'en conclus là-dessus. Bravo à cette résolution, nous la voterons. Mais il faut faire beaucoup plus. Et, Monsieur le ministre, arrêtez de faire des circulaires qui, finalement, ont un caractère impératif à ceux qui n'en sont pas les destinataires. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Rémy Pointereau. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous continuons cette semaine consacrée à la simplification des normes et j'en suis très heureux. Et tout comme le Président Jean-Marie Bockel, je me réjouis que le Sénat ait adopté hier la proposition de loi constitutionnelle que j'ai présentée. Et c'est, je le crois, un texte bien sûr important qui fixe à l'État l'obligation de compenser aux collectivités territoriales le coût induit par toute norme qui les dicte à leur égard. Il s'agit d'une claire affirmation du principe prescripteur-payeur. Cette règle me semble indispensable pour responsabiliser l'État central et elle est la condition pour endiguer la profusion de normes et de dépenses et rétablir une relation de confiance entre l'échelon local et national et favoriser ainsi un changement de culture normative. Mais la simplification normative doit être appréhendée par les deux bouts. D'abord, en amont, par l'inscription dans la Constitution d'un cadre robuste contre le zèle normatif, et puis en aval, par le toilettage régulier des normes excessivement complexes. C'est pourquoi le groupe de travail sur la simplification des normes, dans le cadre de la délégation aux collectivités, a entamé une tâche aride, difficile, même frustrante, mais ô combien nécessaire, la simplification du stock de normes applicables aux collectivités locales.
Parce que, comme ça a été dit à l'instant, le législateur n'est ni l'unique ni le principal responsable de l'inflation normative. Cette mission de simplification s'est concentrée aussi sur la matière réglementaire et sur les 400 000 normes applicables aux collectivités territoriales. En effet, on dénombre, je ne vais pas dire que 8 000 lois, c'est beaucoup, mais c'est que 8 000 lois sur 400 000 normes. La plupart de nos partenaires européens ont pris la mesure de l'inflation réglementaire et de la nécessité d'y mettre un terme. Ainsi, des dispositifs innovants ont été expérimentés par eux. Au Royaume-Uni, le principe pour une norme créée, une norme supprimée impose au gouvernement de compenser la création d'une norme applicable aux entreprises par la suppression d'une autre, et maintenant de 2 autres. En Italie, le mécanisme dit de la guillotine réglementaire fixe une échéance au-delà de laquelle une norme est présumée supprimée, sauf à ce que l'administration la justifie. Au Danemark, enfin, les prescripteurs de normes se déplacent auprès des acteurs de terrain pour évaluer avec eux les effets de la réglementation et les possibilités de simplification. Ainsi, ces dispositifs ont permis à ces pays d'atteindre des résultats significatifs. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la charge administrative a diminué de 25% au Danemark, selon l'OCDE. Ainsi, la France doit à son tour intensifier son action en faveur de la simplification réglementaire, afin de restaurer les marges d'action des acteurs locaux et favoriser l'esprit d'initiative dans nos territoires. Et c'est à la simplification de la réglementation applicable en matière d'urbanisme et de construction que le groupe de travail s'est attelé. De nombreux rapports ont depuis longtemps dénoncé l'anarchie normative qui règne dans ces domaines, et l'urbanisme est considéré comme un champ de simplification prioritaire par les élus, par Éric Doligé dans son rapport sur la simplification des normes en 2011, et comme un foyer de blocage ou de lenteur par Alain Lambert et Jean-Claude Boulard dans leur rapport sur la lutte contre l'inflation normative de 2013. La complexité des règles d'urbanisme est également soulignée par les élus locaux eux-mêmes, et je ne reviendrai pas sur la consultation conduite de la délégation, dont les résultats ont été rappelés par le président Jean-Marie Bockel tout à l'heure. 2 tiers des élus souhaitent que le droit de l'urbanisme soit allégé. Pour y parvenir, le groupe de travail a adopté une méthode innovante associant les élus, et c'est la raison pour laquelle j'ai réuni les élus, maires de mon département, dont les observations ont nourri nos travaux. Nos élus ont rappelé à cette occasion la nécessité de mettre fin à la complexité des dossiers d'urbanisme, à l'enchevêtrement des documents d'urbanisme, aux difficultés d'application de certaines normes d'accessibilité, de sécurité et de protection du patrimoine, au retard induit par les études préalables pour les opérations d'aménagement et au problème de la mise aux normes européennes des équipements d'assainissement collectif. Et afin de remédier à ces difficultés, le groupe de travail a souhaité donner une traduction concrète à certaines préconisations formulées par les rapports précités. À titre d'illustration, il a semblé opportun de faire suite aux propositions formulées par Éric Doligé, s'agissant notamment de la création des zones d'aménagement concerté. Dans le même ordre d'idées, il a semblé pertinent d'appuyer une recommandation faite par Alain Lambert et Jean-Claude Boulard quant à la nécessité d'ajuster la réglementation parasismique dans les zones présentant un très faible risque. Constatant le caractère excessif de cette réglementation, ils ont attribué dans leur rapport le 3e prix des normes absurdes aux normes parasismiques, là où la Terre n'a jamais tremblé, ce qui a conduit le CNEN, à s'autosaisir de cette question. Être à l'écoute des élus locaux et faire aboutir les préconisations des spécialistes de la simplification normative, voilà en somme le double esprit qui a présidé à l'élaboration de cette proposition de résolution. Ce n'est pas de la démagogie, Monsieur Bozino, c'est une réalité. Je souhaite que le Sénat, en l'adoptant, envoie au gouvernement un signal fort pour l'encourager à simplifier la réglementation des domaines de l'urbanisme et de la construction. Des annonces ont été faites dans cette direction à l'issue du comité interministériel aux ruralités de Vesoul. Le gouvernement s'est notamment engagé à harmoniser les niveaux d'exigence des commissions de sécurité et des officiers préventionnistes, à alléger certains contrôles dans les plus petits établissements recevant du public et à simplifier les normes parasismiques dans les zones de sismicité faible et modérée. Donc voilà, ces engagements doivent être pleinement appliqués, de manière à ce que les élus locaux disposent enfin
du cadre juridique protecteur qu'ils sont en droit d'attendre. Je vous remercie de votre attention et merci, Monsieur le ministre, de veiller à cette résolution. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Françoise Gatel. Vous avez la parole, ma chère collègue, pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, rappelons-le en préambule, la norme est un outil et non une fin en soi. Souvenons-nous de ces vérités simples, comme celle de Portalis qui disait que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Certes, mon cher collègue, des règles sont indispensables pour assurer la sécurité et réguler la vie en société, mais force est de constater que leur accumulation finit par en détraquer le bon fonctionnement. Notre pays a besoin de pouvoir agir avec souplesse, réactivité, inventivité, tandis que l'accumulation des règles paralyse, ralentit et tétanise toute initiative. Au dernier classement du Forum économique mondial, la France occupait la 121e place sur 148 pour le poids des contraintes administratives. L'OCDE estime quant à elle que notre frénésie réglementaire aura un coût annuel de 80 milliards d'euros. Aujourd'hui, 400 000 normes réglementaires s'imposent aux seules collectivités locales. En 4 ans, de 2011 à 2015, le coût induit par les normes nouvelles a été évalué à plus d'1 milliard d'euros. Ce que messieurs Lambert et Boulard appellent l'incontinence normative dans leur excellent rapport de 2013 est un obstacle considérable à l'initiative et surtout à l'efficacité de l'action publique, a fortiori, le président de la délégation le rappelait, dans un contexte de crise économique et de baisse de ressources de nos collectivités. Les normes deviennent un véritable casse-tête pour les élus et surtout, ce qui est inadmissible, un empêchement de faire. Face à ce constat, la simplification des normes et la jugulation d'un flux toujours plus important sont primordiales. Aussi, à juste titre, le président du Sénat, Gérard Larcher, a fait de la simplification des normes une des priorités de notre institution qui, depuis plusieurs années, a pleinement pris la mesure de ce problème. Et il convient de saluer l'excellent travail de nos collègues Éric Doligé, Jacqueline Gourault et M. Sueur à l'initiative de la loi de 2013 portant création du Conseil d'évaluation des normes. Si les pouvoirs de ce Conseil d'évaluation ont été élargis, les saisines en urgence ou en extrême urgence sont utilisées à outrance, empêchant les élus membres de ce Conseil de mener correctement leur travail de fond sur ces normes. Le Conseil national ne peut à lui seul réaliser l'évaluation de la totalité des normes. Il a ainsi préconisé une procédure de déclassification des normes existantes, réalisée non seulement par le législateur, mais aussi par les administrations. Un de nos brillants collègues le rappelait tout à l'heure. De même, le Conseil national d'évaluation des normes recommande à juste titre de limiter la surtransposition des directives européennes, préconisation qui devrait devenir pour nous, mes chers collègues, un principe obligatoire. On le sait, les normes représentent un coût financier considérable. La circulaire de juillet 2013 instaurant la règle d'une norme nouvelle pour une norme supprimée a été éditée suite au choc de simplification voulu par le président. Or, en 2014, 303 projets ont été examinés par l'instance d'évaluation des normes, avoisinant un coût d'1,4 milliard d'euros en année pleine. Cette tendance illustre le fait que le choc de simplification peine pour le moment à se traduire dans les faits. En octobre 2014, le Premier ministre, et on salue sa volonté, a enjoint les ministères à compenser toute charge financière nouvelle liée à une norme par un allègement équivalent. Et nous attendons avec impatience, au moment des vœux de cette nouvelle année, ces résultats. L'enquête réalisée par la délégation aux collectivités territoriales auprès des maires est en ce sens très significative. Sur 4 200 réponses, 61% des élus considèrent la simplification des normes sur l'urbanisme comme prioritaire. Et élus locaux que nous sommes, nous avons tous vécu des moments de très grande solitude et de profond désarroi
dans des situations confinant à l'absurde, face à une administration qui conjugue trop souvent, inlassablement, l'empêchement de faire avec « je comprends bien votre question, Madame le maire ou Monsieur le maire, mais ce que vous demandez n'est pas possible à cause des règles d'accessibilité qui ne sont elles-mêmes pas forcément compatibles avec les règles de sécurité ou le plus ». Citons quelques exemples. Les normes de construction parasismique concernent 21 000 communes contre 5 000 auparavant. Nos collègues, Rémy Pointereau l'a rappelé, Lambert et Boulard ont en 2013 attribué le 3e prix des normes absurdes aux normes sismiques, là où la terre n'a jamais tremblé. L'empilement des documents d'urbanisme, le SCOT, le PLU, le PLH, le plan de déplacement, le plan climat-énergie, ou encore la nécessité de réaliser parfois 3 études distinctes avant d'entreprendre des travaux en zone humide. L'excès ubuesque de surprécaution, et je l'ai vécu, qui conduit parfois des commissions de sécurité à exiger un contrôle de l'avis du contrôleur. L'incompatibilité de la norme et des usages, comme par exemple celle de la sécurité de l'incendie dans des crèches ou des unités d'Alzheimer, où il faut s'assurer de l'impossibilité de sortie alors même qu'il est nécessaire de disposer d'issues de secours ouvrables à tout moment. L'étonnante réglementation sur l'implantation des classes mobiles fréquentes dans nos communes. À ce sujet, notre collègue Éric Doligé a, à juste titre, suggéré que l'autorisation d'implantation de classes mobiles soit faisable pour la durée d'un chantier et non renouvelable chaque année. L'insupportable complexité des procédures de ZAC, le délai actuel de 3 à 5 ans, alors qu'on nous presse de produire des logements, détourne les maires de cet outil extrêmement pertinent d'aménagement qui oblige à avoir une vraie vision du développement de notre commune appuyée sur une démarche de concertation. Là encore, mes chers collègues, l'excès est l'ennemi du bien. Et oserais-je parler de situations invraisemblables issues de l'évolution de textes de loi et de réglementation? Eh bien oui, je vais le faire en prenant l'exemple très révélateur d'une commune de mon département. Entre le lancement de la procédure de révision de son PLU et la date définitive d'approbation de celui-ci, le contexte réglementaire a bougé 3 fois pour finalement revenir à la situation initiale. Cette commune avait achevé l'enquête publique sur la révision de son PLU, pas de chance, au moment de la promulgation de la loi ALUR, qui était d'application immédiate. La commune a donc dû relancer la révision de son PLU, réaliser une étude supplémentaire pour intégrer les nouvelles dispositions et surtout répondre aux grands étonnements des habitants qui ne comprenaient pas pourquoi le maire recommençait un travail qu'il n'avait pas achevé. Et puis, à peine 6 mois après, la loi sur l'avenir de l'agriculture a porté son lot de modifications et de nouveautés sur le sujet. Et enfin, la loi Macron a assoupli ses dispositions pour que, peu ou prou, on revienne aux dispositions applicables avant l'adoption de la loi ALUR. Mes chers collègues, nous marchons sur la tête. Il nous faut cesser de constater avec désespérance cette incontinence normative. Et disons-le, le législateur que nous sommes est responsable de cette surréglementation, comme l'est aussi l'administration dans les normes qu'elle édicte. C'est pour ça que je salue l'excellente initiative de la délégation aux collectivités territoriales et de son président et l'excellent travail de notre collègue Rémy Pointereau, dont je connais la détermination. Il nous faut agir vraiment, cesser de dire pour que nous puissions enfin cesser de gémir. Simplifier ne veut pas dire déréglementer. Simplifier doit être pour nous, par contre, une ardente obligation, car la loi a pour objet de permettre d'agir et de résoudre des questions, et non d'empêcher de faire, car empêcher de faire n'a jamais supprimé une question ou un problème. Comme vous le déduisez, comme l'invite à le dire Monsieur le Président, le groupe UDI-UC votera cette excellente proposition. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur René Vandierendonck. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, soyons d'abord beaux joueurs. La proposition de révision de la loi constitutionnelle a été approuvée. Nous sommes donc, cher Rémy Pointereau, je suis sûr que vous n'avez aucun doute dans votre esprit, à quelques semaines
du vote en termes identiques par l'Assemblée nationale et de l'organisation du référendum nécessaire à l'entrée en vigueur de cet important texte. Ça ne m'empêchera pas, tout en m'inclinant devant l'importance de la procédure, à porter un jugement plus que positif sur la proposition de résolution. Pourquoi? Parce que j'avais eu la chance, ça a été dit par d'autres de mes collègues, de travailler avec le rapporteur Alain Richard, Alain Lambert, Madame Gourault, Monsieur Sueur sur le renforcement de la CNEM, et je mesure, fort de la mission qu'a donnée à Jean-Marie Bockel et à la délégation le président du Sénat, je mesure l'ampleur et le caractère ingrat, vous avez eu raison de le souligner, de la tâche qui est ici, et je trouve que si les choses bougent, parce que moi je vais soutenir qu'elles bougent, vous y êtes, la délégation, le Sénat y est incontestablement pour beaucoup. Je ne reviens pas, parce que j'ai le respect d'éviter les redites, sur les observations de la Cour des comptes qui sont loin d'être neutres, sur ce qui manque d'articulation entre le secrétariat général du gouvernement et la CNEM pour arriver à donner aux procédures dont le ministre a dit hier que la saisine avait été considérablement allégée. Je voudrais juste revenir sur l'interprétation facilitatrice, c'est-à-dire la thèse défendue hier, Monsieur Mézard, par le secrétaire d'État, Monsieur Vallini, en disant sénatrice, sénateur, il y a quelque chose qui est en train de changer en France, vous ne l'avez peut-être pas encore totalement perçu, c'est que quand les circulaires arrivent au préfet, ça n'est plus pour leur dire c'est comme ça et pas autrement que vous appréciez les textes, mais c'est comme le dit le Conseil d'État, une circulaire interprétative du droit souple, dit le Conseil d'État, qui laisse au préfet un pouvoir d'appréciation. Monsieur Vallini nous dira tout à l'heure ce qu'il pense de la ligne aérienne du Cantal, dont il a été beaucoup question pendant la discussion de la loi NOTRe. Mais enfin, un préfet digne de ce nom devrait savoir l'interpréter de la manière suivante. À partir du moment où la région, à supposer qu'elle le fasse, ne reprend pas cette compétence, au nom de la solidarité territoriale, je ne vois pas ce qui empêcherait le département de le faire. Et ça nous amène cet exemple concret que je ne savais pas que vous en parleriez aujourd'hui, mais c'est un excellent exemple. Ça nous amène à saluer un certain nombre d'avancées dans la matière de l'urbanisme. Je ne vais pas rallonger mon propos, mais je voudrais quand même, parce que biscuit avalé n'a plus de goût, saluer quand même les mesures prises dans la foulée du comité interministériel de Vesoul sur les ruralités au pluriel. Et vous, mes chers collègues qui connaissez le territoire, c'est la première fois que vous avez effectivement de l'ordre qui est remis dans la réglementation sur les plus. C'est la première fois que vous avez également des dispositions, et je connais parfaitement, bien sûr, mais c'est la première fois que vous avez un plus qui devient assujetti au projet du maire ou des élus et non plus un urbanisme réglementaire qui est un carcan qui les empêche de mettre en œuvre le projet. Alors je voudrais saluer ça, comme je salue aussi les progrès du côté du Conseil d'État. Le progrès du côté du Conseil d'État à l'initiative de Cécile Duflot, ça aussi on l'a oublié. Eh oui, qui a permis justement de lutter contre les recours dilatoires en matière de permis de construire, et cela grâce notamment aux préconisations de la commission Labetoul. Ceci étant,
Moi, ce sur quoi je voudrais le plus insister, puisque quand on parle de ces questions-là, on parle toujours de la question du droit à l'expérimentation, version Labbé ou version de Rémy Pointreau, de la possibilité de différenciation. Alors, je voudrais dire qu'ici, et je salue Jean-Jacques Hyest, ici, dans la loi NOTRe, en défendant le SRAT, le schéma régional d'aménagement du territoire, nous avons tenu à ce que cet outil, qui a une portée juridique, c'est un des grands changements, puisse justement, à l'échelle régionale, constituer en matière d'aménagement du territoire une prise en compte des spécificités du territoire, de ses enjeux économiques, sociaux, environnementaux, afin précisément, je n'ai pas peur du mot, de savoir adapter la règle. Je rappelle, le droit souple, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le Conseil d'État qui nous a rappelé à bon droit que s'il n'est pas si souple que ça, on n'y est pas, nous, pour rien. Il y a certes l'administration, mais il y a aussi le rôle du législateur. Alors, osons cette différenciation dans l'application. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que les CTAP vont déjà permettre cette adaptation au territoire des politiques publiques. Moi, je plaide pour la simplification. Vous voyez, moi, je vais jusqu'à dire des SCOT, ils ne couvrent même pas 20% du territoire national. Eh bien, on peut s'en passer. On peut très bien fonctionner avec des schémas régionaux d'aménagement du territoire. Engage l'essentiel, à la bonne échelle qui plus est, quand vous êtes sur les problématiques d'étalement urbain, de préservation des terres agricoles, d'assainissement, d'hydrologie, de lutte contre un certain nombre de pollutions, vous êtes à la bonne échelle, vous n'avez pas besoin de SCOT. Si vous saviez le nombre de temps qu'en région Nord-Pas-de-Calais, les élus passent dans un exercice qu'ils appellent l'interscot, à essayer de se coordonner, vous vous rendriez compte que l'heure est venue de simplifier. Et je conclus par là, continuons à simplifier. Merci. La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous sommes donc réunis cet après-midi, comme hier après-midi, à peu près à la même heure, autour du sujet relatif aux normes excessives, contraignantes, coûteuses, qui pèsent sur nos collectivités locales. Et plus précisément, nous débattons, vous débattez, et je vais intervenir à mon tour, à propos d'une proposition de résolution qui vise à simplifier et alléger les normes applicables aux collectivités territoriales, résolution qui émane de la délégation sénatoriale aux collectivités locales que préside Jean-Marie Bockel et dont le vice-président chargé de la lutte contre les normes est le sénateur Rémy Pointreau. Les éléments de ce débat sont connus. Nous avons eu l'occasion, je le répète, d'en parler beaucoup hier, nous en parlons souvent depuis longtemps, notamment dans cet hémicycle et dans nos départements respectifs. Et je veux commencer mon propos, comme je l'ai fait hier, en vous disant, et vous le savez, et les sénateurs Bozino, Labbé, la sénatrice Bataille l'ont fort à propos rappelé, en disant que la norme, elle est utile. Elle est même souvent indispensable. Elle est nécessaire dans un État de droit, d'abord, et dans une société qui se veut développer. Je pense au domaine de la santé, au domaine de l'environnement ou au domaine qu'évoquait hier Jean-Pierre Vial, au domaine de l'accessibilité des bâtiments publics, notamment aux handicapés. Grâce à des normes, parfois contraignantes, et elles sont là pour ça, des progrès considérables ont été accomplis depuis quelques années en matière de protection de l'environnement, de santé publique et, je le répète, en faveur des handicapés. Donc, premier élément, il ne faut pas diaboliser totalement et complètement la nécessité dans nos sociétés d'avoir des normes parfois contraignantes et, c'est vrai, parfois un peu coûteuses aussi. Deuxième élément, je reprendrai ce qu'a dit hier le sénateur Vial, toujours lui,
mais aussi, je crois, le sénateur Bockel, à l'origine de la prolifération des normes, qu'y a-t-il? Le Parlement et les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, qui vous proposent, comme ils proposent aux députés, de plus en plus de lois et des lois de plus en plus longues. Et ce constat, il a été dressé depuis longtemps par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, par Jean-Louis Debré notamment, mais pas seulement. Donc que ce débat, comme hier après-midi, au-delà des clivages partisans, nous permette aussi de faire notre examen de conscience. Le mot est un peu fort, mais sachons reconnaître les responsabilités des uns et des autres dans ce problème qui est réel. Et j'en viens maintenant aux solutions, parce que tout problème a une solution, et le problème, parce qu'il y a problème, que pose la prolifération normative, a des solutions. Monsieur le Président Mézard, vous êtes président d'une agglomération, Aurillac, où j'étais l'autre jour, et où on m'a parlé de l'aéroport, effectivement, et vous avez à nommer des délégués, des représentants dans de nombreuses commissions, notamment celle qui s'occupe des chauves-souris. J'ai été président du Conseil général de l'Isère et j'avais moi-même à nommer, à déléguer des représentants, peut-être M. Savin d'ailleurs, dans telle ou telle commission qui s'occupaient elles aussi des chauves-souris et d'autres animaux dignes évidemment de notre sollicitude. Donc je connais ces sujets. Et le sénateur Savin se souviendra peut-être des années que j'ai dû patienter pour obtenir la réalisation d'un pont dans mon propre canton, entre Tullin et Saint-Quentin, à cause de la protection nécessaire, en tout cas rendue nécessaire par une norme, de la protection des tritons crêtés. Il a fallu surmonter de nombreux obstacles, et le jour où j'ai enfin cru parvenir au but, on m'a expliqué que le chantier devait être retardé parce qu'il allait s'ouvrir, ce chantier, en pleine période de nidification des hirondelles. Vous en souvenez, monsieur le sénateur de l'Isère? Donc je connais bien ces sujets qui sont exaspérants. De la même façon, monsieur le sénateur Perrin, que j'ai été maire, moi aussi, de ma petite ville natale, et que j'ai eu à respecter la réglementation qui veut que, parce que l'église de Tullin est classée, que dans un périmètre de 500 mètres de rayon, on ne puisse pas construire, et tant mieux d'ailleurs aussi pour la protection du patrimoine, qu'on ne puisse pas construire exactement ce que l'on veut, avec parfois des excès de la part des fameuses ABF. Donc nous sommes tous d'accord sur le constat, et nous sommes tous d'accord pour vouloir agir. Et les gouvernements successifs, là encore, ont essayé d'agir, de droite comme de gauche. Alors j'ai plutôt tendance à défendre celui auquel j'appartiens, le gouvernement, et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire que ce gouvernement agit peut-être pas mieux que les autres, mais en tout cas beaucoup plus que ce n'a été le cas depuis une quinzaine d'années. À l'instigation, sous la pression au bon sens du terme, notamment du Sénat, des sénateurs, de la délégation sénatoriale présidée par Jean-Marie Bockel. Cette action, elle s'inscrit dans le choc de simplification voulu par le président de la République. Comme l'a rappelé la sénatrice Gatel, le gouvernement a engagé une action résolue. Et pour cela, le gouvernement s'appuie sur le CNEN, Conseil national d'évaluation des normes, présidé par votre ancien collègue Alain Lambert, ainsi que sur 2 circulaires, l'une du 17 juillet 2013 et l'autre du 9 octobre 2014. Un premier bilan peut être tiré de la nouvelle impulsion qu'a donnée le gouvernement depuis 2013 à cette lutte contre les normes. D'abord, un bilan sur le flux. Je sais que les chiffres sont toujours sujets à contestation, notamment dans ce domaine. Donc, je ne citerai pas de chiffres. Je veux simplement vous dire que la DGCL, qui assure le secrétariat du CNEN, est formelle. L'objectif de 0 charge nouvelle en 2015 a été tenu. Chaque fois qu'une norme nouvelle a été créée ou que l'aggravation, entre guillemets, d'une norme existante a été décidée, l'administration a été tenue d'obtenir un allègement d'un montant équivalent d'une norme existante. Donc la tendance, elle est claire, le résultat, il est net. Il faut bien sûr ne pas s'en satisfaire, il faut aller plus loin. Et pour accentuer encore cette tendance favorable, que personne ne conteste au CNEN, pour l'accentuer en 2016, nous allons, à la demande d'Alain Lambert notamment, améliorer l'évaluation des conséquences financières des textes qui sont présentés au CNEN.
parce que ces évaluations ne sont pas suffisamment détaillées. Et je disais hier à cette tribune que les administrations centrales se contentent encore trop souvent, en guise de concertation avec les associations d'élus, d'une note d'information ou d'un email. La concertation, parfois, se résume encore à ça, de la part des administrations centrales en direction des associations d'élus. Ça doit changer, et des directives ont été données en ce sens. Une circulaire a été envoyée par le Premier ministre le 12 octobre dernier à tous les membres du gouvernement pour leur rappeler que les évaluations financières qui émanent de leurs administrations doivent être aussi précises que possible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'en viens au stock. Après le flux, le stock, lui aussi, fait l'objet de toute notre attention. Une mission d'inspection, je l'ai dit hier, a été mandatée en 2015 pour faire ressortir les normes les plus contestables et discuter de leur bien-fondé. À l'issue de ce rapport de la mission d'inspection, 76 propositions regroupées par thématique, dont l'urbanisme, qui vous occupe cet après-midi, ont été formulées. J'ajoute à ce travail qui a été initié par la mission d'inspection et que nous suivons maintenant de près, j'ajoute que j'ai réuni à 6 reprises des ateliers thématiques à mon cabinet avec des associations d'élus à qui j'avais demandé de nous fournir, si j'ose dire, de nous envoyer à ces réunions des praticiens de la norme, c'est-à-dire des DGS, des directeurs généraux des services, vous le savez, et des DST, des directeurs de services techniques, des praticiens au quotidien de la norme. Les élus sont évidemment très compétents et ont raison de vouloir dénoncer la prolifération des normes, mais ceux qui les vivent au jour le jour, qui sont là pour les appliquer avec difficulté, ce sont les DGS et les DST. À la suite de ces 6 ateliers thématiques, une dizaine de propositions a été formulée après chaque réunion et 2 séries de simplifications ont été actées ces derniers mois. D'abord, cela a été dit tout à l'heure par le sénateur Van Dierendonck, la loi NOTRe a intégré 16 mesures de simplification, dont 12 étaient issues du rapport du sénateur Doligé, à qui je rendais hommage hier après-midi, et je le fais à nouveau volontiers cet après-midi. Donc 16 mesures de simplification, j'ai ici le détail, vous le connaissez, la loi a été longuement débattue ici, et cela a été dit aussi par le sénateur Van Dierendonck et la sénatrice Bataille. Le 14 septembre dernier, lors du comité interministériel aux ruralités qui s'est tenu à Vesoul, 18 mesures de simplification de normes existantes ont été annoncées, notamment dans le domaine des bâtiments publics, de l'urbanisme et d'autres encore. Alors, pour aller plus loin, en 2016, toujours sur le stock, 2 évolutions importantes ont été décidées par le Premier ministre. La première concerne le renforcement de notre dispositif. Nous avons donc obtenu qu'une équipe du SGMAP, le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, soit dédiée au suivi de l'allègement des normes. Il y a maintenant des fonctionnaires, et il en faut, bien sûr, y compris pour simplifier, qui sont chargés de suivre les allègements décidés, les simplifications décidées. Parce qu'une chose est de dire qu'on va simplifier une norme, de l'acter dans un comité interministériel ou même dans une loi, comme la loi NOTRe. Une autre chose est de suivre l'allègement et la simplification, et que tout ça ne se perde pas dans les sables de l'administration centrale. Donc, nous avons obtenu un renforcement de notre équipe de suivi, grâce au SGMAP qui nous a dédié une équipe pour cela. La deuxième évolution, qui est importante et qui a été demandée à l'époque par Jean-Marie Bockel et Rémy Pointreau lors d'une proposition de loi qu'ils avaient déposée le 20 mai dernier. Je vous avais expliqué, mesdames et messieurs les sénateurs, que cette proposition de loi ne convenait pas parce qu'elle visait à modifier un décret. Et j'avais pris l'engagement devant vous que j'obtiendrais la modification de ce décret. Cela a pris du temps, j'en conviens, beaucoup de temps. Pas une semaine ne s'est passée sans que je m'inquiète de savoir où en était ce fameux décret. Il est resté longtemps dans certains bureaux, ensuite il est resté très longtemps au Conseil d'État, et enfin, la semaine dernière, nous avons obtenu la publication de ce décret qui permet maintenant à chaque maire pris isolément de saisir le CNEN. Avant ce décret, il fallait que 100 maires se réunissent, c'est beaucoup de réunir 100 maires, même s'il y en a 35 945 depuis quelques jours, 100 maires sur le même sujet précis, ça n'est pas si évident que ça. Donc aujourd'hui, désormais, un maire peut saisir directement le CNEN d'une modification, d'un allègement, voire même d'une suppression de normes qu'il souhaite.
J'en viens au troisième point. Je l'ai fait hier après-midi déjà. Vous savez qu'il y a le flux, bien sûr, qui est trop important, le stock, qui est très important. Il y a aussi, et j'allais dire peut-être surtout, les conditions d'application des normes. Les élus locaux, quand on les interroge, se plaignent bien sûr de l'excès de normes, se plaignent surtout de la difficulté qu'ils ont à appliquer les normes, du manque de conseils, de l'interprétation qui est faite parfois par l'administration. Donc c'est le troisième chantier auquel le Premier ministre m'a demandé de m'attaquer. Et sur un conseil judicieux du sénateur Boulard, expert en la matière, j'ai suggéré au Premier ministre, il y a quelques semaines, d'adresser une circulaire aux préfets et à tous les chefs de service déconcentrés de l'État pour leur prescrire une interprétation facilitatrice des normes. Ou, comme diraient les Québécois, un accommodement raisonnable. Je trouve la formule plus imagée encore. Un accommodement raisonnable dans l'application de la norme selon les réalités du terrain, selon les réalités de la collectivité locale à laquelle on doit appliquer cette norme. Cette circulaire, le Premier ministre a été d'accord pour la signer et elle va être adressée au préfet dans les prochains jours. On m'avait dit en décembre, on est en janvier. Donc je vais à nouveau m'inquiéter de savoir si les préfets vont bientôt la recevoir. Vous pourrez d'ailleurs, et je vous invite instamment à le faire, je le disais hier après-midi ici même, lors des cérémonies de vœux auxquelles nous participons tous, dans nos cantons, dans nos départements, il y a beaucoup d'élus locaux, faites savoir aux élus locaux que non seulement ils peuvent maintenant saisir le CNEN, par votre intermédiaire, pourquoi pas, et puis aussi qu'ils pourront, en tout cas bientôt, dire au préfet, mais vous avez reçu une circulaire du Premier ministre qui vous demande d'interpréter de façon facilitatrice telle ou telle norme. Cette circulaire, il faudra la faire connaître aux élus. Alors j'en viens maintenant, et plus précisément, à votre proposition de résolution, qui invite en premier lieu le gouvernement à remplacer la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation par un décret. Je ne suis pas certain que le fait de remonter dans la hiérarchie des normes ce principe de compensation permette très efficacement et très rapidement de maîtriser l'inflation normative. Ce qui compte en la matière, vous le savez bien, c'est d'abord la volonté politique. Et cette volonté politique, vous l'avez ici au Sénat et nous l'avons au gouvernement. Et cette volonté, elle doit s'appliquer aussi à changer la culture de l'administration française. En France, trop souvent encore, nos fonctionnaires, nos hauts fonctionnaires considèrent qu'agir, c'est édicter, qu'agir, c'est réglementer, qu'agir, c'est forcément légiférer. Aujourd'hui, nous devons faire comprendre à l'administration qu'agir, ça peut être aussi inciter plutôt que réglementer, que ça peut être aussi conseiller plutôt que de légiférer ou de réglementer. Hier, j'évoquais une autre idée du sénateur Boulard, que partage d'ailleurs Alain Lambert, et ils ont fait un travail remarquable dans ce domaine, l'idée d'un guide des bonnes pratiques, d'un référentiel de bonnes pratiques, qui pourrait, dans de nombreux domaines, se substituer à des normes trop contraignantes. Il faut réfléchir à quelques domaines dans lesquels on pourrait expérimenter ce genre de méthode. J'évoquais hier le sujet des cantines. Vous savez que la réglementation dans ce domaine est très tatillonne, très précise. Je crois même me souvenir d'un Conseil des ministres où je présentais un bilan d'étape sur mon action contre les normes, où j'avais évoqué la différence de longueur et de diamètre des quenelles qui sont servies dans les cantines selon qu'il s'agisse d'enfants d'école maternelle, d'école primaire ou de collège. Or, il y a, on le sait bien, dans nos départements, de nombreux restaurants scolaires où mangent à la fois des enfants de la maternelle, plus souvent du primaire, et du collège. Et c'est un casse-tête pour l'intendant qui est chargé de gérer ce restaurant scolaire. Donc, il faut faire confiance d'abord au bon sens des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires qui sont au plus près de la réalité vécue par nos concitoyens. Et puis, il faut, dans ce domaine, par exemple, plutôt aller vers un référentiel de bonnes pratiques
que vers une norme tatillonne et quasiment impossible à appliquer. Et il y en a beaucoup. Donc je vous soumets cette idée. Et ce sujet, il peut y en avoir d'autres. Autre évolution à laquelle nous avons réfléchi hier, notamment avec le sénateur Jean-Pierre Vial et l'ensemble de l'hémicycle, celle d'une administration différenciée de nos territoires. Je vous ai écouté attentivement les uns et les autres, et vous avez tous plus ou moins dit qu'il faut adapter la norme, ou les normes, à la réalité locale, à nos réalités locales. C'est déjà possible, et ça le sera plus encore demain grâce à la loi NOTRe. Car vous le savez, dans cette loi, il est prévu, c'est à l'article 1er, que les régions pourront formuler des propositions d'évolution des lois et règlements en vigueur ou en cours d'élaboration dans leur domaine de compétences. Alors ce pouvoir d'adaptation que vont avoir les régions, qu'ont les régions depuis le début de ce mois, respectera le principe d'égalité républicaine à laquelle nous sommes tous très attachés, si deux conditions sont remplies. La première, c'est que la modulation locale dans l'application d'une norme législative devra reposer sur une différence objective de situation entre les territoires ou entre les collectivités ou sur une raison d'intérêt général. La deuxième condition qu'il faudra remplir, c'est que la différence de traitement devra être en rapport direct avec les finalités de la législation dans le cadre de laquelle le législateur décide de confier aux collectivités locales un pouvoir réglementaire. Sous ces deux réserves, en respectant ces deux critères, les régions pourront adapter la législation qui s'applique à l'ensemble du pays selon les réalités de leur territoire. Enfin, et cela a été dit par le sénateur Van Dieren donc, on n'a pas assez mesuré, on le fera au fil des mois et des années qui viennent, le rôle facilitateur que vont avoir les CTAP dans l'organisation adaptée de l'administration, des administrations locales aux réalités de nos territoires, puisque les CTAP pourront, dans chaque région, les conférences territoriales de l'action publique, décider que telle ou telle compétence peut être déléguée ici à tel département, ici à telle communauté d'agglomération ou à telle communauté de communes. Voilà ce que je voulais dire sur le premier point de votre résolution. Le deuxième point concerne plusieurs mesures de simplification que vous proposez. Nous y avons beaucoup travaillé avec les services de l'administration et mon cabinet. Le gouvernement est très intéressé par ces propositions. Certaines, d'ailleurs, ont été engagées dès le comité interministériel de Vesoul, le 14 septembre dernier. Je pense notamment à la proposition d'établir une charte nationale en concertation avec les élus locaux pour harmoniser les niveaux d'exigence en matière de sécurité et de prévention. De même que vous proposez d'alléger ou de supprimer les normes parasismiques. Alors là, c'est un sujet que connaît parfaitement, comme d'autres sujets, le sénateur Boulard. Il m'en a saisi. J'ai commencé à faire bouger les choses. Ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des territoires dans notre pays où la terre n'a jamais tremblé et où la géologie indique qu'elle ne devrait pas trembler avant longtemps et où pourtant les normes parasismiques s'imposent, induisant un coût supplémentaire dans la construction des bâtiments. Donc je m'en préoccupe aussi, presque chaque semaine. En tout cas, mon cabinet est là pour ça. Et voilà, je suis en négociation. Je suis en négociation avec le ministère de l'Environnement, monsieur le sénateur, et ça n'est pas facile. Et si j'osais cette formule, le ministère de l'Environnement a sa façon de voir les choses dans beaucoup de domaines. Et si j'osais la formule un peu facile, je dirais « comme c'est compliqué de simplifier dans notre pays ». Vous proposez de simplifier la réglementation applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ça a été annoncé aussi lors du comité interministériel de Vesoul. D'autres propositions, comme l'exclusion du contrôle de légalité d'actes de faible importance, l'ajustement de la périodicité du contrôle des installations électriques, ont également été engagées lors du comité interministériel de Vesoul. J'ai ici une liste, je vous l'avais promis hier, mais je ne vais pas vous en donner lecture, de toutes les mesures de simplification et d'allègement qui sont en cours d'examen ou de réalisation. C'est du concret, ça ne mérite pas d'être mentionné in extenso à la tribune, mais la mesure numéro 9, par exemple, concerne l'harmonisation des dispositions concurrentes, je dis bien concurrentes, concernant l'inclinaison de la pente des bordures de piscine. Parce qu'il y a plusieurs... Mais oui, mais on en est là. Et mon travail consiste, et c'est un travail de bénédictin,
ou de romain, selon la période que l'on préfère. Mon travail consiste à ça, à descendre dans le détail des choses pour que les mesures concernant l'inclinaison des pentes de piscine soient harmonisées, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes selon l'administration concernée. De la même façon que l'obligation de vidange des bassins de piscine, je reste sur les piscines, va être ramenée à 1 par an au lieu de 2, ce qui représente quand même une économie importante pour une commune de faible importance qui a la chance d'avoir une piscine, car une vidange de piscine, ça coûte cher. Tout ça paraît un peu loin aux administrations centrales et aux hauts fonctionnaires qui sont excellents, que le monde entier nous envie et que je rencontre régulièrement. Mais c'est du concret, c'est du vécu par les élus. Et je vais chaque semaine dans un département, vous le savez, et notamment les départements les plus éloignés des agglomérations urbaines, ceux qui se sentent un peu, en tout cas c'est ce qu'ils disent, délaissés par Paris. Ce n'est pas le cas, mais je vais leur dire justement que ce n'est pas le cas et que je vais dans ces départements pour écouter les élus. Et souvent on me parle de choses aussi concrètes que ça. Je serai demain en Vendée pour 2 jours, je serai la semaine prochaine à nouveau en Lozère. Et je montre par là aux élus que le gouvernement se préoccupe de leur vie quotidienne. Et mon travail, il est là. Il est d'abord là, dans le suivi des mesures les plus concrètes, les plus pragmatiques, qui vous intéressent en tant que représentant constitutionnel des collectivités locales. Alors, en conclusion, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement va, si la résolution est adoptée, je pense qu'elle le sera, étudier très attentivement chacune des propositions qui sont faites. Et puisque nous partageons le même objectif, j'allais dire la même philosophie, dans ce domaine, le gouvernement, sur le vote de la résolution, s'en remettra à la sagesse de votre Assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Je mets donc aux voix la proposition de résolution. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de résolution est adoptée. Voilà, vous avez donc pu suivre l'adoption de cette proposition de résolution centriste sur la simplification des normes. Elle a été adoptée la semaine dernière par le Sénat et vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.